Tout a commencé lorsque le PDG milliardaire, Julien Dubois, sortit d'une longue réunion à La Défense. Il était épuisé et ne voulait que rentrer chez lui. Alors que son véhicule blindé fonçait à travers la circulation parisienne, il regarda par la fenêtre sans grand intérêt, et c'est là qu'il la vit. Elle était là, sur le trottoir devant une pharmacie, le visage fatigué et un sac de courses à moitié déchiré. À ses côtés se trouvaient 3 enfants identiques, avec les mêmes yeux, la même bouche et la même expression curieuse que lui. L'image ne dura que quelques secondes avant qu'une autre voiture ne les sépare. Julien cria au chauffeur de s'arrêter, sortit désespérément de la voiture et regarda autour de lui. Mais elle avait disparu. Son cœur battait la chamade. Il savait que c'était Valérie, son ex-petite amie, qu'il avait quittée 6 ans plus tôt, sans un mot d'adieu. Il la vit traverser la rue avec les enfants et monter dans un Uber. Julien resta paralysé, l'estomac noué, ne sachant s'il devait courir, crier ou simplement la laisser partir. La voiture démarra et il resta là, tremblant, ne pensant qu'à ses 3 garçons, ses copies conformes. En arrivant à son appartement du 16e arrondissement, Julien jeta sa veste avec fureur et se servit un verre, bien avant 17 heures. Il arpentait la pièce, revivant chaque moment avec Valérie, son rire, son regard quand il lui racontait ses rêves, ses bras autour de lui quand il rentrait tard. Et puis, il repensait aux enfants. Comment était-il possible qu'ils lui ressemblent autant? Julien sortit son téléphone et chercha sur les réseaux sociaux, mais il ne trouva rien. Valérie avait disparu du monde numérique comme si elle n'avait jamais existé. Cela l'inquiétait car, bien qu'il ait essayé de l'oublier, au fond, il n'y était jamais parvenu. C'était le genre d'amour que l'on garde dans une petite boîte, craignant de l'ouvrir car on sait que cela fera mal. Il s'assit devant son ordinateur, ouvrit un dossier chiffré contenant des fichiers personnels et commença à parcourir de vieilles photos. Il vit Valérie à la plage, dans leur appartement, avec son chien en pyjama, riant la bouche pleine de pop-corn. Une photo en particulier, où elle l'étreignait par derrière, le visage collé à son cou, lui fit plisser les lèvres. Il savait ce qu'il devait faire. Il appela son assistant, Mathieu. « Mathieu, j'ai besoin que tu retrouves quelqu'un. Elle s'appelle Valérie Roussel. Je n'ai pas d'adresse. Je sais seulement qu'elle vit à Paris et qu'elle a 3 enfants. Et quelque chose de plus? Oui. Ces enfants pourraient être les miens. » Il y eut un silence gênant à l'autre bout du fil, et Mathieu répondit simplement « Entendu, monsieur ». Julien raccrocha et regarda la ville par la fenêtre. Des milliers de lumières, des milliers de personnes, mais à cet instant, une seule comptait. Il ne savait pas si elle était en colère, si elle le haïssait ou si elle avait simplement tourné la page. Mais ses enfants, il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Il ne pouvait pas vivre avec le doute, car si c'était ce qu'il croyait, sa vie était sur le point de changer radicalement. Le lendemain matin, il se réveilla avec une seule chose en tête, la retrouver. Et cette fois, il ne comptait pas partir sans réponse. Julien n'avait pas bien dormi cette nuit-là. Il s'était tourné et retourné dans son lit, avait regardé le plafond, s'était levé, avait arpenté l'appartement, s'était allongé sur les draps, et en fermant les yeux, il revit la scène. Valérie, debout dans la rue avec ses 3 enfants, qui lui ressemblaient tellement que cela lui faisait mal. C'était comme si son passé était revenu soudainement, sans prévenir, et lui avait donné une gifle. Le lendemain, avant 8 heures du matin, il était déjà à son bureau. Son équipe le salua comme d'habitude, avec respect et de faux sourires, mais il répondit à peine. Il entra directement dans son bureau, ferma la porte et regarda par la fenêtre. La ville entière suivait sa routine habituelle. Voitures, gens, bruit, mais en lui, tout était chaos. Il s'assit à son bureau, prit son téléphone et chercha à nouveau sur les réseaux sociaux. Il chercha son nom, son visage, toute trace de Valérie. Rien, ni sur Facebook, ni sur Instagram, nulle part. C'était comme si la terre l'avait englouti. Cela l'exaspérait encore plus. Comment quelqu'un pouvait-il disparaître si facilement? Comment lui, avec toutes ses ressources, pouvait-il n'avoir aucune idée? Mathieu arriva avec un café et des papiers. Julien le regarda à peine. « Quelque chose ?» demanda-t-il sans embâge. « Pas encore, chef. Nous vérifions les actes de naissance et les dossiers scolaires. Mais si elle a changé d'adresse et de nom, cela prendra un peu de temps, » répondit Mathieu. Julien acquiesça. Il n'était pas d'humeur à converser. Quand Mathieu partit, il se retrouva seul, appuyé sur la table, les mains sur la tête, les yeux fermés. Les souvenirs affluèrent, comme si quelqu'un projetait un film dans son esprit. Il se revit 6 ans plus tôt, plus jeune, moins fatigué, avec cette ambition qui lui sortait presque par les pores. À l'époque, lui et Valérie vivaient ensemble dans un petit appartement à Belleville. Ils n'avaient pas de luxe, mais ils avaient tout. Il travaillait de chez lui, préparant des présentations, cherchant des investisseurs, essayant de lancer sa première entreprise. Elle était institutrice en maternelle,
Elle rentrait épuisée, mais toujours avec le sourire. Il riait de bêtises, commandait des pizzas le soir, parfois il n'avait pas d'argent pour l'essence et se douchait à l'eau froide, mais ils étaient ensemble. Et à ce moment-là, c'était suffisant. Mais alors vint l'opportunité. Un fonds étranger voulait investir dans son projet, mais il devrait déménager à Lyon pendant 1 an. C'est là que tout a changé. Il lui proposa de l'accompagner. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas quitter son travail, ses élèves, tout ce qu'elle avait. Ils se disputèrent de nombreuses fois, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'un matin, sans rien dire, ils prennent son sac à dos, son ordinateur portable, quelques papiers et partent. Il laissa une stupide note disant « Désolé, je ne peux pas rester ». Lâche, il l'était. Il n'eut plus jamais de ses nouvelles. Il pensa lui écrire plusieurs fois, mais il reportait toujours. Puis son entreprise partit en vrille. Ensuite vinrent les voyages, les millions, les interviews, le luxe. Mais parfois, quand il était seul, il se souvenait de Valérie et ressentait de la douleur. Maintenant, tout cela lui revenait comme si le temps n'avait pas passé, comme si la vie lui disait « Tu n'as pas tourné cette page ». Julien se leva de sa chaise, s'approcha du mur où se trouvait une vitrine avec des souvenirs, des prix, des photos avec des politiciens et des reconnaissances d'hommes d'affaires, mais il y avait une petite boîte cachée au fond avec des choses qu'il n'avait pas touchées depuis des années. Il la prit, la posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un bracelet en fil rouge que Valérie lui avait offert au début, une lettre écrite à la main par elle, un ticket de cinéma et un vieux test de grossesse. Positif. Il le regarda froidement. Il ne se souvenait pas de l'avoir gardé. Peut-être l'avait-elle laissé dans l'appartement avant qu'il ne parte. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas voulu le comprendre. Mais maintenant, en voyant ce test et en se souvenant des enfants, tout concordait. Elle était tombée enceinte et il était simplement parti. Il se rassit et regarda le plafond. Il ressentit de la rage, de la tristesse, de la culpabilité, tout mélangé. Il ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal. L'avoir laissé seul à ce moment-là ou avoir perdu 6 ans de la vie de ses enfants. Son téléphone vibra. C'était un message de Mathieu. Il disait « Nous avons trouvé quelque chose. Je vous envoie l'adresse dans 5 minutes. » Julien regarda l'écran, respira profondément. Il savait que ce message le mènerait directement à l'endroit où tout allait changer. Ce qu'il ne savait pas, c'était s'il était prêt à y faire face. Julien arriva à l'adresse que Mathieu lui avait envoyée 1 heure plus tard. Il ne voulait pas que le chauffeur l'emmène. Il y alla seul, conduisant sa voiture, la musique éteinte et les mains moites sur le volant. Le quartier n'était pas dangereux, mais il ne ressemblait pas non plus aux endroits où il avait l'habitude de rouler. Ici, il y avait des rues défoncées, des stands de crêpes, des gens assis devant les maisons, des enfants jouant au football pieds nus. Insignifiant, il resta quelques secondes à regarder le vieil immeuble, la peinture écaillée, mais qui ne semblait pas abandonné. Il vérifia le numéro 2 fois. Oui, c'était bien là. Il leva les yeux vers le 3e étage. Il ne savait pas dans quel appartement elle vivait, mais quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'elle était là. À cet instant, il n'osa pas monter. Il pensa à frapper à la porte, mais il ne savait pas quoi dire. « Bonjour, c'est l'idiot qui t'a mise enceinte il y a 6 ans. » Il rit à contre-cœur, passa la main sur son visage et décida d'attendre. Mathieu lui avait dit qu'elle partait travailler tous les jours vers 6 heures. Il était 15h30, alors il resta dans la voiture, regardant l'immeuble comme s'il était un ennemi. À 16 heures précises, la porte de l'immeuble s'ouvrit. Valérie sortit avec ses 3 enfants. Ils étaient coiffés, portaient de petits sacs à dos et marchaient comme des petits soldats. Elle avait un grand sac à l'épaule et son téléphone portable à la main. Il se dirigeait vers le coin de la rue où passaient les bus. Julien sortit de la voiture sans réfléchir. Ses jambes bougeaient toutes seules. Il traversa la rue, les rattrapa sur le trottoir et, à moins de 3 mètres, prononça son nom, Valérie. Elle se retourna immédiatement, paralysée. Les enfants s'arrêtèrent aussi, le regardant avec curiosité. Le silence dura quelques secondes qui semblèrent des heures. Elle ne dit rien, le regarda seulement comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était là. « Pouvons-nous parler ?» dit Julien d'une voix basse mais ferme. Valérie baissa les yeux, ne le salua pas, ne posa aucune question, dit seulement à ses enfants d'attendre à la petite épicerie du coin. Ils obéirent sans un mot, puis elle le regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julien déglutit avec difficulté. Il ne savait pas par où commencer. « Je t'ai vu il y a quelques jours. Tu attendais un Uber avec eux ?» Elle ne répondit pas. Elle continua de le regarder sans peur, mais avec beaucoup de froideur. « Ne me dis pas que c'était un hasard que tu me trouves, » dit-elle finalement d'un ton sec, « parce que je ne crois en rien. »« C'était un hasard ce jour-là, » répondit-il rapidement. « Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu parce que j'ai besoin de savoir. »« Savoir quoi ? Si ce sont mes enfants. » Valérie croisa les bras, respira profondément, comme si elle retenait un cri. « Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les emmener,
Les sortir de leur vie pour les faire entrer dans la tienne, pleine de luxe, de choses qu'ils ne comprennent même pas. Non, je veux juste les connaître, savoir ce qu'ils deviennent. Je ne savais rien. Valérie le regarda, les yeux brillants, mais sans verser une larme. Tu ne le savais pas parce que tu ne voulais pas rester, parce que tu es parti comme si je n'existais pas. Tu ne m'as même pas demandé si j'allais bien. Tu m'as laissé une note, Julien. Il baissa les yeux. Il n'y avait aucun moyen de se défendre. Tu as raison, dit-il à la peine audible. Et maintenant, quoi? Tu es là pour faire le père repenti? L'homme qui a tout et veut combler le vide avec quelque chose qu'il a abandonné? Je ne suis pas là pour faire l'idiot. Je suis là pour assumer ce que je dois assumer. S'ils sont les miens, je veux être là. Pas pour te les enlever, pas pour changer leur vie, juste pour être là. Valérie le regarda avec un mélange de rage et de tristesse. Puis elle vit les enfants qui l'appelaient déjà depuis la petite épicerie. Elle regarda sa montre. Je dois y aller. Je travaille à 17h. Je n'ai pas le temps pour ça. Puis-je te revoir un autre jour? Demanda-t-il, presque suppliant. Je ne sais pas si je veux ça. Je ne sais pas si je veux que tu reviennes dans nos vies. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous en remettre. Juste une fois de plus, dans un café, dans un endroit neutre. Tu décides. Elle hésita. Elle réfléchit quelques secondes, puis sortit son téléphone, ouvrit l'application de notes et écrivit quelque chose. Elle lui montra l'écran. Demain à 18h à ce café. Si tu as 1 minute de retard, je pars. Julien acquiesça. Elle tourna les talons sans rien dire de plus, alla chercher ses enfants, leur serra la main à tous les trois et continua de marcher comme si de rien n'était. Il resta là, sentant comme si une énorme pierre lui avait été posée sur la poitrine, mais il ressentit aussi autre chose. Il y avait une petite chance, mais elle était là. Le reste de la journée, Julien ne put se concentrer sur rien. Il annula une réunion avec des investisseurs, ignora les messages de sa fiancée et s'enferma dans son appartement. Il faisait les 100 pas dans le salon comme un lion en cage, son téléphone à la main, regardant l'adresse du café toutes les 5 minutes comme si elle allait disparaître. Il avait rendez-vous avec Valérie le lendemain, mais sa tête ne pouvait plus attendre. Quelque chose en lui ne le laissait pas tranquille. Il avait besoin d'en savoir plus. Il se servit un whisky sans glace, but une longue gorgée et s'assit devant l'ordinateur. Il se connecta à son email, chercha le contact direct de Mathieu et lui envoya un court message. « J'ai besoin d'en savoir plus sur Valérie, tout ce que tu peux trouver. Les écoles de ses enfants, ses emplois, n'importe quoi. Urgent. » Même pas 5 minutes plus tard, Mathieu appela. « Êtes-vous sûr, chef? Cela pourrait être délicat. Fais-le. Je veux savoir s'ils sont les miens. Je n'attendrai pas qu'elle me le dise avec des mots. » Mathieu hésita, mais accepta. L'appel se termina et Julien resta là, fixant l'écran. Ses doigts tremblaient. Il savait que ce n'était pas bien, qu'il franchissait la ligne, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait cette sensation dans l'estomac, ce mélange d'anxiété et de peur, quelque chose en lui. Il criait que ses enfants étaient les siens. Il n'avait pas besoin de preuves. Il les avait vus. C'était comme se voir dans un miroir divisé en 3. Il essaya de dormir un peu, mais ce fut inutile. Il retourna sur les réseaux sociaux, mais sans résultat. Puis il chercha sur Google. Comment savoir si un enfant est le vôtre sans preuve officielle? Les réponses étaient absurdes. Il ferma tout et s'effondra sur le canapé, les yeux ouverts, fixant le plafond. L'horloge marquait 2 heures du matin. Le lendemain se leva avec une légère brume. Julien se réveilla tôt, plus par nervosité que par habitude. Il se doucha, changea de chemise 3 fois et partit plus d'1 heure en avance. Il arriva au café, demanda une table dans un coin loin des fenêtres et s'assit, sa jambe balançant constamment. Il regardait sa montre toutes les 2 minutes. Les gens allaient et venaient, mais Valérie n'arrivait jamais. À 18h10, il pensa qu'elle ne viendrait pas. Il sentit une oppression dans sa poitrine, mais à 18h00, la porte s'ouvrit et elle était là. Elle arriva seule, avec une blouse simple et les cheveux attachés en queue de cheval. Elle ne portait ni maquillage ni accessoires, juste elle-même, comme il le lui rappelait toujours. Julien se leva sans rien dire. Valérie s'approcha, s'assit en face de lui et le regarda fixement. « Tu as 15 minutes. » Il acquiesça. Il se rassit et respira profondément. « Merci d'être venu. Je ne l'ai pas fait pour toi, » dit-elle immédiatement. « Je l'ai fait pour que les choses soient claires. » Julien baissa les yeux 1 seconde, puis la regarda à nouveau. « Je veux savoir si les enfants sont les miens. Je ne suis pas là par remords ou par culpabilité. Je suis là parce que j'ai besoin de savoir la vérité. Et si je dis oui, qu'est-ce que tu vas faire? Être là, les soutenir, faire partie de leur vie, même si tu ne veux pas de moi. » Elle le regarda avec une expression sérieuse. « Tu ne peux pas arriver 6 ans après et faire comme si tout allait s'arranger. Tu ne sais pas ce que ça a été de les élever seuls, avec 2 emplois, en faisant des miracles avec l'argent. Et toi, tu n'as même pas demandé. Je sais, je n'ai pas d'excuses. Et pourquoi maintenant? Parce que je les ai vus, parce que je me suis vu.
reflété en eux, parce que je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. Valérie garda le silence. Il était évident qu'elle allait dire quelque chose de plus fort, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle sortit un papier de son sac à main. C'était une feuille pliée. « C'est le maximum que je te donnerai pour l'instant », dit-elle en la posant sur la table. Julien la prit. C'était une copie de l'acte de naissance de l'un des garçons. Il lut le nom, Émilien Roussel. L'espace pour le père était vide. « Pourquoi ne m'as-tu pas mis ? Parce que tu ne l'étais pas. Parce que je ne savais même pas si tu voulais être père et parce que je n'allais supplier personne de l'être. » Julien serra le papier entre ses mains et le rangea dans sa veste. Et les deux autres, même cas, pas de père enregistré, elle acquiesça, déglutissant avec difficulté. Il garda le silence quelques secondes. « Je peux les voir, leur parler ? Non, ils ne sont pas prêts en ce moment. Ils ne comprennent pas qui tu es. Et je ne veux pas que tu les approches avec des promesses que tu ne tiendras pas. Je ne leur ferai pas faux bond. C'est ce que tu as dit la dernière fois. » La phrase le frappa comme un coup de poing. Julien ne répondit pas. Valérie le regarda fixement, mais au fond, ses yeux reflétaient aussi la fatigue, comme si elle était épuisée de tout porter seule. « Puis-je t'aider » demanda-t-il presque à voix basse. « Avec n'importe quoi, l'école, la nourriture, les vêtements. Je ne te demande rien. Laisse-moi juste faire ça. Je ne veux pas ton argent, Julien. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de... » Elle le regarda en silence, puis elle regarda l'heure. Ton temps est écoulé. Elle se leva, prit son sac à dos et s'en alla. Elle ne se retourna pas, ne dit pas au revoir. Julien resta là seul avec le café froid et la tête pleine de questions. Le doute le rongeait de l'intérieur et même si elle ne le confirmait pas directement, il le savait déjà. Il le sentait dans ses os. Ses enfants étaient les siens et il ne s'arrêterait pas avant de le prouver. Julien passa 2 jours à tourner la même idée en boucle. Valérie ne lui disait pas tout. Il le voyait très clairement. Beaucoup de choses ne collaient pas. Les actes de naissance sans père, sa disparition totale des réseaux sociaux, son regard de ressentiment, il y avait une histoire qu'il ignorait. Et il ne pouvait plus attendre qu'elle la lui raconte de son plein gré. Alors il décida de chercher quelqu'un qui saurait. Il se souvint de Solène, une amie commune qu'ils avaient quand lui et Valérie étaient ensemble. C'était une de ces filles sympathiques, gentilles, bavardes, sans malice, qui savait tout sur tout le monde. Et si quelqu'un pouvait avoir une piste sur ce qui était arrivé à Valérie après son départ, c'était elle. Il lui envoya un message direct. « J'ai besoin de te voir. C'est à propos de Valérie. » Solène répondit rapidement. « Valérie Roussel, tu cherches Valérie après 1000 ans ? Ça va être intéressant. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés. Elle arriva en retard comme toujours, avec son énergie débordante et une robe qui attirait l'attention de loin. Elle s'assit en face de Julien, sourit comme si le temps n'avait pas passé et prit le menu sans hâte. « Maintenant tu vas me dire pourquoi tu t'es enfui comme un lâche il y a des années et que maintenant tu as l'air d'avoir perdu quelque chose. » Julien n'était pas d'humeur à plaisanter. « Solène, j'ai besoin de savoir quelque chose. Qu'est-il arrivé à Valérie après mon départ ?» Elle le regarda, posa le menu et croisa les bras. « Pourquoi tu me demandes ça maintenant ? Parce que je l'ai vue. Elle est ici à Paris. Elle a 3 enfants. » Solène écarquilla les yeux. « Quoi ? 3 ? 3. Et ce sont les miens. » « Je sais, » dit Julien. « Même si elle ne me le dit pas. Je sais. » Solène garda le silence quelques secondes puis soupira. « Je savais que ça arriverait un jour. »« Savais quoi ? Écoute, je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'après ton départ, Valérie a disparu. Un jour, elle a quitté son travail, fermé son compte Facebook, arrêté de répondre aux appels et aux messages. Personne ne savait rien. J'ai pensé qu'elle était partie dans un autre pays ou quelque chose comme ça, mais un jour, environ 1 an plus tard, je l'ai rencontrée dans une petite épicerie. Elle avait une poussette double et un bébé dans les bras. J'ai failli m'évanouir. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Et elle m'a juste dit « Il n'y avait rien à dire. » Julien serra la mâchoire. Il sentait son cœur battre plus vite. « Elle ne t'a pas dit qu'ils étaient les miens ? Non, mais ce n'était pas nécessaire. Je veux dire, bonjour, ils étaient comme des photocopies de toi. Et honnêtement, la façon dont elle t'a mentionné était étrange, avec de la douleur, mais aussi l'envie de ne plus en parler. Elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle s'en sortait, qu'elle avait l'aide d'une tante, et qu'elle n'avait besoin de personne, ni de toi, ni de moi, ni de personne. » Julien garda le silence. Son visage lui brûlait. Il ne savait pas si c'était de honte ou de rage. Où vivait-elle à cette époque ? Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu me le dire. J'ai juste appris qu'elle travaillait dans une crèche dans la région de Saint-Denis, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, j'ai appris qu'elle avait été licenciée parce qu'un père jaloux avait découvert qu'elle était mère célibataire de triplés et avait fait un scandale. Tu comprends pourquoi je dis que ce n'était pas facile pour elle et que personne d'autre ne l'a aidée ? Personne. Elle ne voulait pas d'aide.
Elle s'est enfermée dans son propre monde. Elle ne voulait pas que quiconque la voie mal. Elle a toujours été aussi têtue, forte, mais têtue. Julien s'adossa à sa chaise. Il sentait ses épaules, sa tête, son âme lourde. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Solène le regarda, un sourcil levé. Sérieusement, tu me poses ça? Après l'avoir quitté sans un mot. Écoute, je t'apprécie, mais tu as commis une grave erreur. Valérie ne t'a pas cherché parce qu'elle ne voulait pas mendier. Parce qu'elle savait que si tu n'étais pas là pour rester, cela ne valait pas la peine de t'avoir près d'elle. Tu as choisi de partir. Elle a choisi de te suivre. Le silence devint gênant. Julien ne sut pas quoi dire. Il n'avait jamais entendu tout cela aussi directement. Il avait toujours porté la culpabilité, oui, mais entendre comment les choses s'étaient réellement passées était différent. Cela faisait très mal. Solène le regarda plus calmement. « Tu vas faire un test ADN? Oui, bientôt, mais je pense que je n'en ai plus besoin. Bon, si tu te lances là, dedans à nouveau, tu ferais mieux de le faire sérieusement, car si tu pars encore une fois, cette fois, il n'y aura pas de retour possible. » Julien acquiesça. Il ne promit rien, il ne dit pas de grandes choses. Il sut simplement qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait pas de retour en arrière. Cet après-midi-là, Julien n'en put plus. Il ne voulait pas tourner autour du pot ni laisser d'indices. Il avait parlé à Solène, il avait vu le certificat de naissance. Il avait ressenti cette douleur dans la poitrine dès le premier instant où il avait vu les enfants et il était fatigué de porter le doute. Alors il alla chercher Valérie. Il l'attendit devant l'immeuble où elle vivait. Il n'appela pas avant, il ne la prévint pas. Il s'arrêta simplement là, appuyé contre sa voiture. Avec une expression sérieuse, il était décidé à parler et ne partirait pas sans réponse. Il ne se souciait plus de savoir si elle serait en colère, crierait ou le renverrait. La seule chose qu'il voulait, c'était entendre la vérité sans détour. À 17h30, il la vit sortir avec ses 3 enfants. Ils étaient habillés comme la fois précédente, avec de petits sacs à dos, coiffés et discutant entre eux. Elle marchait vite, avec ce regard de « je suis en retard » que toutes les mères qui font 1000 choses par jour ont. En le voyant, elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle sans bouger. « Nous devons parler » répondit-il directement. « Encore la même chose. Nous avons déjà parlé. Je t'ai donné de l'espace. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux la vérité complète, sans détour. » Les enfants observaient la scène sans tout comprendre. Julien s'accroupit et dit avec un sourire forcé « Permettez-moi de parler un instant à votre mère. » Juste un petit moment. Ils le regardèrent avec curiosité. L'un d'eux, Émilien, fut le premier à répondre « Tu es l'ami de ma mère ?» Valérie s'avança immédiatement. « Allez au stand de jus, je vous rejoins dans 5 minutes. Ne vous éloignez pas. » Les enfants obéirent. Dès qu'ils s'éloignèrent, elle se retourna, les bras croisés, et un regard perçant. « Quelle partie de moi ne comprend pas que je ne veux pas ça? Peu importe si vous le voulez ou non, je ne suis pas là pour me battre. Je suis là parce qu'il me revient de le savoir. Ce n'est pas seulement ton histoire, Valérie. C'est aussi la mienne. » « La mienne aussi ?» ricana-t-elle avec un rire ironique. « Tu te souviens de ça 6 ans après? Parce que quand tu es parti, tu n'as pas dit c'est notre histoire, tu as dit je m'en vais. Juste comme ça, tu ne m'as pas laissé le choix. Je sais, on me l'a déjà dit et je ne le nie pas, mais je suis là maintenant, non pas pour me racheter ou pour te demander pardon 100 fois. Je suis là parce que je ne continuerai pas sans savoir la vérité. Je veux savoir si ce sont mes enfants. »« Oui, ils le sont » s'écria-t-elle soudainement. La phrase le laissa sans voix. Ce n'était pas un cri, pas de la rage. C'était sec, froid, dur, comme quand quelqu'un jette un verre par terre et n'a pas besoin de le voir pour savoir qu'il est cassé. « Les 3. Oui, les 3 sont les tiens, Julien. » Il ferma les yeux une seconde. Tout se bousculait en lui. Il avait un nœud dans la gorge. Il ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Valérie le regarda, les yeux rouges, retenant ce qu'elle avait à l'intérieur. Elle ne pleura pas, ne s'effondra pas. Mais il était évident qu'elle était à bout. « Et avant que tu ne demandes, oui, je l'ai su dès le premier jour. J'ai su que j'étais enceinte 1 semaine après ton départ. J'ai pensé à t'appeler, à te chercher, mais je n'ai pas pu. Je ne voulais pas. J'avais peur, de la rage, de la honte, tout à la fois. Alors je les ai élevés seuls. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu ne me croyais pas? Parce que tu étais dans un autre monde? Parce que j'étais un souvenir pour toi, pas une personne? Et parce que je n'allais pas élever mes enfants avec quelqu'un qui était parti sans regarder en arrière. » Julien serra les dents. « Tu n'as aucune idée du nombre de fois où j'ai pensé à revenir, à t'appeler, mais j'avais peur. Je me suis dit que tu irais bien, que je gâcherais tout. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu viens arranger les choses avec un câlin et un chèque? Non, je viens demander une chance. Pas avec toi, mais avec eux. » Valérie le regarda. Cette fois, elle ne répondit pas immédiatement. Elle réfléchit, croisa les bras et respira profondément. « Ils ne savent pas qui tu es, ils ne te connaissent pas.
Ils n'ont jamais demandé un père parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Et maintenant tu apparais de nulle part avec un air de « je suis venu être responsable ». Ce n'est pas si facile. Je ne veux pas que ce soit facile. Je veux juste que tu me laisses m'approcher petit à petit, avec respect, avec calme. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser les connaître. Et que vas-tu leur dire? Que tu es le père magique qui est apparu après 6 ans? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment faire. Je sais seulement que si je pars encore une fois, je ne pourrai pas vivre avec ça. Valérie garda le silence. Le silence entre eux était si lourd qu'on entendait les klaxons des voitures en arrière-plan et une dame criant le prix des marrons chauds. Après un moment, elle dit « J'y penserai, mais si un jour tu entres dans leur vie, tu ne pourras plus en partir. Tu ne peux pas faire ça à moitié, car si tu dois leur faire du mal, je préférerais qu'ils ne te voient jamais. » « Je ne pars pas, » dit Julien sans hésitation. Valérie acquiesça lentement. Elle ne dit rien de plus. Elle se dirigea vers les enfants, leur prit la main à tous les 3 et s'éloigna sans se retourner. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, elle ne l'avait pas chassé. Elle l'avait laissé rester. Un pas, aussi petit soit-il, était un début. Depuis que Valérie lui avait dit que les enfants étaient les siens, Julien ne pouvait plus penser à rien d'autre. Le travail n'avait plus d'importance. Les emails sans réponse s'accumulaient. Les appels importants tombaient sur la messagerie vocale. Tout le reste s'évanouissait. Il n'y avait que 3 noms dans sa tête. Émilien, Léo et Mathis. Ses enfants. Mais malgré ce qu'elle disait, quelque chose en lui ne le laissait pas tranquille. Il voulait être sûr. Il en avait besoin, non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il ressentait un besoin impérieux de confirmer qu'il ne rêvait pas. C'était comme si sa tête lui demandait une preuve physique, un papier, quelque chose qui lui dirait « Oui, ce sont les tiens ». Il n'y a pas de retour en arrière. Et même s'il savait que c'était mal, que ce n'était pas la bonne voie à suivre, il se laissa emporter. Un jeudi, devant l'école où étudiaient les enfants, Julien attendait dans sa voiture, garé à un pâté de maison, caché derrière les vitres teintées. Il avait découvert quelle école c'était grâce à Mathieu. Il ne dit rien à Valérie, ne demanda pas la permission, il y alla simplement. Il avait un plan en tête, et il le mettrait à exécution, sans trop penser aux conséquences. En voyant les enfants sortir, il sentit un vide dans son estomac. Ils marchaient ensemble, riant, jouant avec leur sac à dos. Il lui ressemblait tellement qu'il eut presque envie de pleurer. Un homme grand et barbu qui travaillait comme auxiliaire à l'école les guidait jusqu'à un banc pendant qu'ils attendaient que quelqu'un vienne les chercher. Julien descendit de la voiture avec un petit sac à la main et marcha vers eux d'un pas ferme. « Bonjour », dit-il en souriant. « Vous vous souvenez de moi? Je suis Julien, l'ami de votre mère. Zero aussi. » Émilien le reconnut instantanément. « Oui, celui qui a parlé avec elle devant l'immeuble. C'est ça. Dis-moi, je peux te poser une question? C'est une surprise, mais j'ai besoin de quelque chose de toi. Quelqu'un a-t-il un chewing-gum, une brosse à dents, ou quelque chose que tu aurais utilisé? » Léo sortit une sucette mordue de sa poche. Julien s'accroupit, la ramassa avec précaution, la mit dans un sac en plastique et sourit. « Parfait. Merci, champion. Tu verras quelle agréable surprise je te réserve. » Les enfants le regardèrent avec un regard perdu, mais ne dirent rien de plus. Juste au moment où il partait, Valérie apparut, son sac à la main, aussi pressée que toujours. Elle le vit de loin et fronça les sourcils. Elle marcha directement vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste. Je voulais voir comment allaient les enfants. Rien de plus. Tu les as touchés? » « Bien sûr que non. » Elle croisa les bras, incrédule. « Je ne veux pas que tu traînes sans prévenir. Entendu? Oui, je voulais juste les voir. » Valérie leur prit la main à tous les 3 et s'en alla sans dire au revoir. Julien resta là un moment, les regardant s'éloigner, puis il retourna à sa voiture, ouvrit la boîte à gants et y plaça le sac contenant la sucette dans une boîte spéciale. Le lendemain, il l'envoya à un laboratoire privé. Il demanda un test ADN urgent. Il avait déjà des échantillons de sa propre salive. Tout était prêt. Le résultat arriva 3 jours plus tard. Positif. Émilien était son fils. C'était écrit en gros dans un email chiffré qu'il pouvait à peine lire sans que ses mains tremblent. Il s'assit devant l'ordinateur. Il respira profondément et ferma les yeux. Il le savait, il le pressentait, mais le voir sur un document officiel avec des chiffres, des codes et des pourcentages le bouleversa. Ce jour-là, il acheta des jouets, 3 identiques, des livres, de nouveaux sacs à dos, des chaussures, des vêtements. Il remplit le coffre de choses qu'il pensait pouvoir leur être utiles. Il envoya un message à Valérie. « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Elle ne répondit ni au premier, ni au second, ni au 3e message. Elle l'ignora. 2 jours plus tard, il apparut sans prévenir à son travail. Valérie sortait d'un café où elle faisait la plonge l'après-midi. En le voyant, elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Nous devons parler. C'est important. Encore. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? J'ai fait un test. »
Elle le regarda, confuse. Quel test? ADN? J'ai utilisé un échantillon d'Emilien. Désolé, j'en avais besoin. Valérie le repoussa, en colère. Tu es malade ou quoi? Tu ne peux pas te promener en prenant des choses à mes enfants sans permission. Qui crois-tu être? Je suis leur père, cria Julien. Les gens se retournèrent. Certains s'arrêtèrent. Il baissa la voix, mais son visage lui brûlait. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun putain de droit. Tu m'as menti. Tu m'as trompé. Tu as fait semblant de vouloir juste les connaître et tu as monté ça dans mon dos. J'avais peur que tu me fermes la porte encore une fois. J'avais besoin de savoir. Je ne pouvais plus supporter le doute. Et ça te donne le droit de nous envahir comme ça? Non, mais je l'ai fait quand même, et je ne le regrette pas parce que maintenant je sais que c'est réel, que je ne suis pas fou, que j'ai des enfants, que je ne l'imagine pas. Valérie resta paralysée. Elle ne savait pas si elle devait crier, pleurer ou le frapper, mais finalement elle le regarda seulement avec déception. Et maintenant quoi? Tu vas aussi tester les deux autres? Tu vas acheter de l'amour avec de nouveaux jouets et de jolies photos? Je ne veux rien acheter, je veux être authentique. Elle le regarda longuement, puis tourna les talons, retourna au café et ferma la porte sans se retourner. Julien resta seul dehors, les sacs dans le coffre, les mains vides. Mais en lui, l'obsession n'était plus un doute. C'était une certitude et il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Delphine Moreau avait le don de se rendre compte quand quelque chose n'allait pas. Et Julien, bien qu'il fût très doué en affaires, pour garder un visage impassible et obtenir ce qu'il voulait, ne pouvait pas faire semblant avec elle. Pas très longtemps. Quelque chose dans son attitude avait changé. Il arrivait en retard, se distrayait pendant les réunions, restait silencieux pendant le dîner, laissait son téléphone face vers le bas, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Et le pire de tout, il était devenu froid, comme si son esprit était dans un autre monde, un monde où elle n'existait pas. Elle l'observa pendant des jours sans rien dire, se contentant de l'analyser du regard en silence, tandis qu'il croyait tout avoir sous contrôle. Jusqu'au jour où, pendant que Julien se douchait, Delphine déverrouilla son téléphone. Ce ne fut pas difficile. Il utilisait toujours le même mot de passe que des années auparavant. Elle alla directement au message. La première chose qu'elle lut fut « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » C'était pour quelqu'un appelé Valérie. Elle descendit les escaliers et vérifia d'autres messages. Des messages courts mais intenses, des mots comme « Enfant, test, désolé, j'ai besoin d'être là ». Elle resta paralysée. Elle sentit la colère monter en elle. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle éteignit simplement l'écran, laissa le téléphone où il était et partit comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, elle ne dit pas un mot. Dîna simplement devant Julien avec un sourire forcé, posant des questions sur les affaires, feignant l'intérêt, mais à l'intérieur, elle était furieuse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le confronter tout de suite. D'abord, elle avait besoin de plus, elle avait besoin de preuves, et elle les obtiendrait. Le lendemain, elle envoya son assistante, Lucette, enquêter. Elle lui donna un nom, Valérie Roussel, et lui demanda un rapport complet. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait ses contacts à des fins personnelles. Elle l'avait déjà fait et savait exactement qui appeler. Pendant ce temps, elle commença à suivre Julien. Elle engagea un chauffeur avec des instructions claires de ne pas le perdre de vue. Julien se déplaçait entre le bureau, une école publique du 19e arrondissement, un vieil immeuble de Belleville et un café où il rencontrait une femme. Le chauffeur prit des photos et les envoya. Delphine les regarda toutes, une par une. Et à chaque image, sa colère grandissait. Quand elle eut enfin toutes les informations, elle les lut en serrant les dents. Valérie, institutrice, mère célibataire, sans réseaux sociaux, sans partenaire connu, 3 enfants de 6 ans, nés 6 mois après la rupture de Julien et elle. Elle se sentit humiliée, utilisée, trahie. Non seulement il lui cachait quelque chose, mais la chose la plus importante qu'une personne puisse avoir, une famille parallèle. Parce que c'était tout. Même s'il n'avait pas été là toutes ces années, même s'il ne les connaissait à peine, la réalité était la même. Il avait des enfants avec une autre femme, et il ne le lui avait pas dit. Cette nuit-là, elle l'attendit éveillée. Elle était assise sur le canapé avec sa mallette à la main quand il entra dans l'appartement. « Tu vas bien ?» demanda Julien en la voyant avec cette expression sérieuse. « Qu'est-ce que tu en penses ?» répondit-elle sans bouger. Il la regarda avec étrangeté, enleva sa veste, mais en voyant la mallette dans sa main, il comprit tout. « D'où as-tu tiré ça ?»« Je ne suis pas idiote, Julien. » Il s'assit de l'autre côté du canapé, en silence. « Depuis quand ?» demanda-t-elle. « Pas depuis longtemps. Je ne le savais pas. »« Et tu pensais me le dire ? Ou te marier avec moi et me le cacher ? Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Tout est allé si vite. Tu as couché avec elle pendant que tu étais avec moi ? Non, c'était avant, bien avant. Je ne savais rien. » Delphine le regarda fixement. Elle ne le croyait pas tout à fait, mais elle ne l'interrompit pas non plus. « Et que comptes-tu faire maintenant ?
Je ne sais pas. Je suis en train de digérer. Je ne veux pas les abandonner. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Et moi, quelle est ma place dans tout ça? Julien ne savait pas quoi dire. Il resta silencieux, comme si chaque mot qui lui venait à l'esprit était une bombe. Delphine se leva, parcourut la pièce en respirant profondément, puis se retourna et le regarda avec ce regard de femme qui sait qu'elle a le pouvoir à ce moment-là. « Je vais te dire quelque chose, Julien, hein. J'ai été avec toi depuis que tu n'étais personne, avant que tu ne sois un homme d'affaires étoile, depuis que tu dormais dans ton bureau pour ne pas payer de loyer. Je t'ai aidé à construire tout ce que tu as. J'ai utilisé mes contacts, j'ai investi de l'argent, j'ai misé sur toi, et je t'en suis reconnaissante. Je ne veux pas tes remerciements, je veux de la loyauté. » Elle garda le silence. « Si tu décides de rester avec cette femme et ses enfants, toi et moi, c'est fini. Et je ne partirai pas comme ça. Je vais te retirer tout ce que je peux. Investisseur, contrat, image, tout. Je vais te faire perdre plus qu'une relation. Tu seras seul, c'est clair ?» Julien la regarda, surpris. Il ne l'avait jamais vue ainsi, froide, calculatrice. Ce n'était pas une menace, c'était une déclaration. Delphine partit cette nuit-là sans dire au revoir, mais avant de partir, elle laissa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une copie de l'acte de naissance d'Emilien et un message écrit à la main. « Je sais jouer sale, Julien. C'est toi qui décides comment cela se termine. » Julien se réveilla ce lundi avec un mal de tête épouvantable. Il n'avait pas fermé l'œil. Depuis que Delphine était partie, laissant cette enveloppe et cette menace claire, il n'avait pas eu un instant de paix. Son esprit était rempli de bruit, d'idées, de doutes, de rage. Son téléphone était rempli de messages de l'équipe, d'appels manqués de partenaires et, le pire de tout, une réunion prévue avec le conseil d'administration de son entreprise, dont Delphine était également membre. Il s'habilla à contre-cœur, monta dans sa voiture et se rendit directement au bureau. Dès qu'il quitta le parking privé, il vit l'Audi noir de Delphine à sa place et il sut qu'elle venait tenir sa promesse. Rien n'était un hasard. Si elle avait dit qu'elle le coulerait, c'est qu'elle en avait les moyens. Quand il entra dans la salle de réunion, tous étaient déjà assis. Les principaux associés, les comptables, le directeur juridique et, bien sûr, Delphine, assise au fond avec sa robe blanche et son sourire contenu comme si rien ne s'était passé, mais il la connaissait. Il savait que son visage n'était que le déguisement de quelqu'un qui portait de la dynamite dans son sac. « Julien, » dit l'un des associés, « Delphine nous a dit qu'il y a quelque chose d'urgent que nous devons discuter avec toi. » Il resta paralysé une seconde. Delphine intervint. « Oui, dit-elle, j'ai demandé cette réunion parce que je pense qu'il est important que nous parlions de stabilité, de réputation, de leadership, des choses qui ont été un peu chancelantes ces derniers temps. » Son ton était aimable, mais plein de venin. Julien la regarda fixement sans l'interrompre. Elle continua de parler comme si elle donnait une conférence. « Nous avons tous remarqué que tu as été déconnecté. Tes performances ont baissé. Ta participation au projet clé a été minimale. Et bon, il y a des inquiétudes concernant ton image publique. » L'un des investisseurs se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « De quoi parles-tu exactement ?» demanda Julien avec fermeté. Delphine le regarda avec un sourire radieux. « De ce que tout le monde sait déjà ou est sur le point de savoir. Ta vie personnelle, Julien, celle qui t'a tenu distrait à courir après une ex-petite amie et des enfants que personne ne connaît. Et en plus, laisser les affaires à moitié faites. » Il se tendit. Il n'avait pas pensé qu'elle dirait cela devant tout le monde. « Ma vie personnelle n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. »« Bien sûr que si, » l'interrompit-elle. « Parce que quand ton nom paraît dans les médias, quand tes décisions personnelles affectent la crédibilité de l'entreprise, bien sûr que cela a beaucoup à voir. Et crois-moi, ils ont déjà commencé à poser des questions et toutes les réponses ne te mettent pas à l'aise. » Le silence devint plus dense. Julien serra les poings sur la table. Il savait qu'elle avait des contacts dans la presse, qu'elle pouvait manipuler les titres, qu'elle savait où frapper. « Que veux-tu » s'exclama-t-il finalement. Delphine croisa les bras sans feindre davantage. « Je veux que tu remettes tout en place, que tu t'éloignes de Valérie Roussel, de tes enfants, de cette histoire, et que tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Et si je ne le fais pas, je ferai fuiter tout, de ta négligence aux détails les plus sordides. Tu sais ce qui fait vendre ? L'histoire du milliardaire qui a laissé sa petite amie enceinte de tripler et veut maintenant revenir en héros. Ça va exploser sur les réseaux. Tu perdras des clients, la confiance, le soutien. Tu ne ferais pas ça. Tu ne me connais pas si bien que ça. » Il y eut un silence gênant. Personne ne dit rien. Personne ne le défendit. Ils se contentèrent de le regarder comme s'ils attendaient déjà sa décision. Julien sortit de la pièce sans dire un mot, s'enferma dans son bureau et baissa les stores. Il s'assit, posa ses coudes sur la table et se tint la tête à deux mains. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait choyé au fil des ans, était en péril.
Et le pire, c'est qu'il sentait qu'il le méritait pour l'avoir abandonné, pour être revenu tard, pour ne pas savoir comment y faire face sans tout gâcher. Ce jour-là, il n'alla pas voir Valérie, il ne répondit pas à ses messages, il resta enfermé. Il ne mangea même pas, ne pensant qu'à ce qu'il allait faire. Il sentait que s'il prenait un chemin, il perdrait quelque chose. S'il choisissait Valérie et ses enfants, Delphine ruinerait sa carrière. S'il décidait de protéger l'entreprise, il trahirait son propre sang. 3 enfants qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là parce qu'il avait décidé de partir un jour. À la fin de la journée, quand il n'y avait plus personne au bureau, Julien se tint devant le miroir de la salle de bain. Il se regarda comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Il avait des cernes, une barbe non rasée et un regard éteint. Il ne se reconnaissait pas. Il se sentit divisé en 1000 morceaux. Et là, seul, la tête en miettes, il comprit qu'il ne pouvait plus jouer sur 2 tableaux. Delphine avait raison sur un point. Il devait prendre une décision. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que même si cela lui coûtait tout, il avait déjà pris parti. Il n'avait plus qu'à trouver le courage de le dire à voix haute. Après la menace de Delphine, Julien se sentit piégé. C'était comme si, soudain, il perdait le contrôle de sa vie. Dans son entreprise, il devait agir comme si de rien n'était, comme si tout était en ordre, comme si son monde ne s'écroulait pas. En revanche, quand il était avec Valérie et les enfants, tout était différent. Là, il n'était pas le PDG, l'homme d'affaires, le genre de personne qui devait prendre des décisions froides. Là, il n'était que Julien. Et même s'il se sentait bien, il savait qu'il ne pouvait pas vivre ainsi longtemps. C'était comme marcher sur une corde raide, attendant qu'elle se rompe à tout moment. Ses journées étaient remplies d'excuses. Le matin, il arrivait au bureau et faisait semblant d'être concentré. Il rencontrait des clients, parlait de chiffres, signait des papiers. Parfois, il déjeunait avec Delphine, et elle le traitait comme si tout était en suspens, mais avec ce regard qui disait qu'elle n'avait pas oublié un seul mot de la menace. De temps en temps, elle faisait des commentaires passifs-agressifs, comme lorsqu'elle lui disait d'un ton désinvolte « Ne sois pas en retard aujourd'hui, tu es trop vieux pour courir après les enfants ». Il faisait semblant de rire, mais à l'intérieur, il se sentait observé. L'après-midi, en revanche, son expression changeait. Il appelait Valérie. Si elle acceptait, il allait les chercher, pas dans la voiture blindée. Il utilisait une voiture plus simple, une qui n'attirait pas l'attention. Parfois, il les emmenait au parc, acheter une glace ou au cinéma. C'était toujours des choses simples, mais aussi excitantes que Noël. Au début, Valérie ne restait pas. Elle les laissait partir avec lui, mais avec 1000 instructions. Ne leur donnez pas de bonbons après 18 heures. Le deuxième tombe facilement malade, alors conduisez doucement. Le plus jeune n'aime pas les câlins soudains. C'étaient des choses maternelles qu'elle connaissait par cœur. Julien les notait mentalement comme si c'était des ordres sacrés et les exécutait à la lettre. Avec le temps, Valérie commença à rester un peu. Au début, elle ne venait que quand les enfants revenaient. Puis elle s'asseyait sur le même banc pendant qu'ils jouaient. Plus tard, elle accepta d'aller prendre un café et un après-midi, sans le vouloir. Tous les 5 se retrouvèrent dans une petite pizzeria du quartier, riant d'une bêtise que Léo avait dite. C'était la première fois que Valérie souriait sans ce poids sur les épaules. Comme auparavant, Julien commença à vraiment connaître ses enfants. Émilien était le leader, celui qui parlait le plus, celui qui posait toutes les questions. Léo était plus silencieux, mais très observateur. Et Mathis, le plus jeune, était le plus affectueux, celui qui cherchait toujours le contact, celui qui lui touchait l'épaule sans demander la permission. Un après-midi, au milieu d'un pique-nique improvisé dans un parc, Julien les aidait à gonfler des ballons. Émilien le regarda fixement et s'exclama « Tu es mon papa ». Julien resta paralysé. Le ballon était à moitié gonflé dans sa bouche. Valérie, qui était à quelques pas, se retourna les yeux écarquillés. « Pourquoi dis-tu ça » demanda-t-elle, nerveuse. « Parce qu'il nous ressemble », répondit Émilien avec la logique d'un enfant qui voit tout plus clairement que les adultes. « Et il prend soin de nous, il nous achète des choses et il sait nous appeler sans nous mélanger. C'est ce que font les pères. » Julien lâcha le ballon, s'accroupit et répondit avec tout le calme qu'il put. « Oui, Émilien, je suis ton père. » L'enfant le regarda sans rien dire de plus. Puis il tourna les talons, courut avec ses frères et cria « Je sais qui c'est ». Valérie s'approcha immédiatement. Julien pensa qu'elle le réprimanderait, qu'il avait exagéré, mais elle lui dit simplement à voix basse « Es-tu sûr de pouvoir supporter ça ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis sûr de rien, mais je ne compte pas m'enfuir à nouveau. » Cette nuit-là, Julien rentra à son appartement. Delphine n'était pas là. Elle était sortie dîner avec des associés. Il s'assit sur le canapé, alluma la télévision sans y prêter attention et pensa à tout ce qu'il avait vécu ce jour-là. Le rire des enfants, le regard de Valérie, la façon dont la petite lui avait pris la main en traversant la rue comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et il eut peur, car aussi heureux qu'il se sente là, il savait qu'une bombe active se trouvait dans l'autre moitié de sa vie.
Delphine attendait une erreur, une seule. Et quand cela arriverait, elle appuierait sur le bouton. Tout détruirait. Mais même en le sachant, il ne pouvait pas partir. Pas maintenant, pas après avoir entendu le mot « papa », prononcé avec tant d'innocence pour la première fois, pas après avoir vu cette famille qu'il n'avait jamais cru avoir et qu'il ne voulait maintenant perdre pour rien au monde. Ce vendredi semblait identique à n'importe quel autre. Valérie était à son deuxième service au café. Les enfants sortaient de l'école à 16 h et Julien, comme c'était déjà la coutume ces dernières semaines, s'était proposé de les récupérer. Elle accepta, sans doute, sans peur. Elle commençait à lui faire confiance, même un peu. Elle voyait comment il s'occupait d'eux, comment il les écoutait, comment il les connaissait. Julien quitta le bureau un peu plus tôt. Il était content. Il avait dans son sac à dos des figurines d'action qu'il leur avait achetées à chacun. Il avait prévu de les emmener manger des hamburgers et ensuite de regarder un film dans son appartement. Il était enthousiaste, comme s'il vivait une partie de sa vie qu'il ignorait, une partie qu'il appréciait plus que n'importe quel prix, réunion ou signature de contrat. En arrivant à l'école, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Il répondit sans réfléchir. « Bonjour, est-ce monsieur Julien Dubois ?»« Oui, c'est lui. Nous appelons de l'hôpital Necker enfants malades. L'un des enfants sous votre garde a été admis en urgence. Il est aux urgences. » Julien sentit son âme se contracter. Il ne savait pas s'il avait crié ou s'il avait juste cru crier. Son cœur battait fort, comme s'il avait couru un marathon. Il raccrocha sans rien dire de plus, passa la première et s'en alla. En chemin, il appela Valérie 2 fois. Rien. La 3e fois, rien. Il lui écrivit par WhatsApp. Léo a eu un accident. Je vais à l'hôpital. Je te préviens dès que je sais quelque chose. Quand il arriva, il ne se gara pas. Il laissa sa voiture mal garée à l'entrée, donna les clés au valet et entra en courant. Il demanda le nom complet de l'enfant. On le conduisit directement aux urgences. Un médecin sortit quelques minutes plus tard. « Êtes-vous le père ?» Julien hésita une seconde, une seule, puis il dit « Oui, je suis le père. » L'enfant a fait une lourde chute, s'est cogné la tête et a perdu connaissance. Nous lui avons fait un scanner. Il n'y a pas de fracture, mais nous le garderons en observation. Il a une légère commotion cérébrale. Il est stable, mais nous devons le surveiller. Puis-je le voir ? On le conduisit à une civière où Léo dormait avec une intraveineuse au bras et un pansement sur le front. Il semblait petit, fragile, rien à voir avec l'enfant qui courait et sautait toute la journée. Julien s'assit à ses côtés et lui prit la main. « Je suis là, mon fils. Je ne pars pas. Tout va bien se passer. » Il ne pleura pas, mais ses yeux tremblaient. 20 minutes plus tard, Valérie arriva en courant, pâle et échevelée. Encore avec son tablier, elle fit irruption dans la pièce, poussa la porte sans demander la permission et alla directement vers Léo. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? Il est tombé pendant la récréation ?» dit Julien à voix basse. « Ils m'ont appelé parce que j'étais sur la feuille d'urgence. » Tu ne répondais pas. Valérie tint le visage de l'enfant, lui parla à voix basse, lui embrassa la main, le front, puis regarda Julien. Elle avait les yeux rouges, mais ne pleurait pas. « Merci d'être venu. »« De rien. J'étais juste à côté. J'allais vous chercher. » « Ils t'ont dit comment ça s'est passé? » « Oui. Il a trébuché dans les escaliers et tombé en arrière. Il est resté inconscient quelques minutes. Mais il va bien. Ils vont juste le surveiller. » Elle acquiesça. Elle regarda son fils en lui caressant les cheveux. « Puis-je le garder ?» demanda-t-elle. « Oui. J'ai déjà parlé à l'infirmière. Ils lui donneront une chambre dans un instant. Vous pouvez rester. Et toi ?» Julien la regarda calmement. « Je reste aussi, si tu me laisses. » Valérie ne dit rien, mais elle ne le chassa pas. Elle ne lui demanda pas de partir. Elle acquiesça simplement comme si quelque chose en elle ne voulait plus se battre. Quelques heures plus tard, dans la chambre qui lui avait déjà été attribuée, Léo se réveilla. La première chose qu'il fit fut de les regarder tous les deux. « Où suis-je ?»« À l'hôpital, mon amour, » dit Valérie avec un sourire nerveux. Léo regarda Julien. « Et toi aussi tu es là ?»« Bien sûr, je n'allais pas partir sans te voir. » Le garçon sourit. « Tu as apporté du jus ?»« Oui. Et des dinosaures. » Alors reste. Valérie le regarda et Julien, sans dire un mot, comprit qu'il n'avait plus besoin de demander la permission. Cette nuit-là, ils se relayèrent pour s'occuper de l'enfant. Pendant que l'un dormait sur le canapé, l'autre s'asseyait près du lit. Ils ne dirent pas grand-chose, mais il y eut des regards, des gestes, des silences qui en disaient plus que 1000 mots. Le lendemain matin, Valérie lui apporta un café. « Merci de ne pas m'avoir lâché. Merci de m'avoir laissé rester. Je ne le fais pas par gratitude, je le fais parce que j'ai compris que tu ne partiras pas. » Il la regarda, un nœud dans la gorge. « Alors, faisons les choses bien. » Delphine ne pardonnait pas, jamais, et encore moins quand elle se sentait ridiculisée. Pour elle, que tout le monde sache que son fiancé avait 3 enfants avec une autre femme était la pire chose qui pouvait lui arriver, non seulement par orgueil, mais aussi par pouvoir. Dans son monde, le respect se gagnait par le contrôle, par la peur,
par une image parfaite. Et Valérie, avec son visage aimable, ses vêtements simples et ses enfants qui n'avaient pas demandé à naître ainsi, lui enlevait tout cela sans même essayer. Delphine ne cria pas, ne fit pas de scandale. Elle respira simplement profondément, se recoiffa devant le miroir et dit à Lucette, son assistante, « Faisons disparaître cette femme. » Lucette la regarda attentivement, comme quand on sait qu'il ne faut pas poser de questions, mais qu'on ne peut pas non plus se taire. « Que voulez-vous dire par là? Je ne veux plus que personne ne l'engage. Je veux que la ville la voie comme un danger, pas comme une victime. » Mais elle n'a rien fait. Je n'ai pas besoin qu'elle ait fait quoi que ce soit. J'ai juste besoin qu'il semble qu'elle l'ait fait. Le lendemain, Delphine se déplaça comme seule elle savait le faire. Elle avait un réseau de contacts qui couvrait les médias numériques, les portails de nouvelles informelles, les comptes de potins sur les réseaux sociaux et même quelques journalistes policiers qui lui devaient des faveurs. Et le jeu commença. D'abord une petite note sur une page locale titrée « Scandale à la maternelle ». Une institutrice cache son passé et travaille avec des enfants sans licence valide, accompagnée d'une photo floue de Valérie entrant à son lieu de travail avec son sac à dos sur l'épaule. Puis, les commentaires sur les réseaux sociaux, des personnes anonymes qui disaient avoir eu des problèmes avec elle, des mères qui se souvenaient prétendument d'elle des années auparavant, de fausses histoires mélangées à des demi-vérités, suffisamment pour semer le doute, suffisamment pour salir, et cela fonctionna. En moins de 3 jours, la directrice de la maternelle, où elle travaillait, appela Valérie dans son bureau. « Nous devons vous suspendre pendant que nous enquêtons sur la situation », dit-elle d'une voix gênée. « Ce n'est pas personnel, mais il y a de la pression des parents. L'image de l'école est en jeu. » Valérie ne comprenait rien. « Qu'ai-je fait? Ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est ce que les gens croient que vous avez fait. » Elle partit le cœur serré. Elle marcha sans but, les mains moites. En chemin, son téléphone sonna. C'était Julien. « Tu vas bien ?» demanda-t-il calmement. « On vient de me suspendre de la maternelle. »« Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Ils disent qu'il y a un problème avec mon dossier, qu'il y a une vieille plainte, qu'on me dénigre sur les réseaux sociaux. »« Quoi? Je ne sais pas. Julien, je ne sais pas de quoi il parle. Je n'ai jamais rien fait de mal. » À ce moment-là, il sut qui était derrière tout ça. Il n'avait pas besoin de preuves. Il le pressentait simplement, car si quelqu'un pouvait inventer un scandale si vite, c'était bien Delphine. Il raccrocha et appela Mathieu. « J'ai besoin que tu cherches si quelqu'un de l'équipe de Delphine est passé dans les médias ou a fait fuiter quelque chose. Vite !» Pendant ce temps, Valérie arriva à l'appartement. Dès qu'elle franchit la porte, elle vit une caméra pointée sur elle depuis le trottoir d'en face. C'était un type avec un téléobjectif, de ceux qui cherchent des photos scandaleuses à vendre. Elle ferma la porte d'un coup et jeta un coup d'œil à travers le rideau. L'homme était toujours là, attendant. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Les enfants, oui, mais elle non. Elle vérifiait son téléphone constamment. Elle lisait les messages qui arrivaient, certains de soutien, beaucoup remplis de haine. Des gens qu'elle ne connaissait pas disant des choses horribles, l'appelant depuis des numéros inconnus. Une femme l'insulta même à haute voix quand elle alla acheter du pain. Julien alla la voir le lendemain matin. Elle le reçut avec un regard qui montrait qu'elle n'en pouvait plus. Cerne, voix basse. « Je ne veux pas que les enfants traversent ça. Résolvons ça. »« Quoi? On m'a déjà renvoyé de la garderie. Ils ont dit qu'ils allaient vérifier mes antécédents. » « Quels antécédents? Est-ce un crime d'avoir des enfants seuls? Maintenant tu n'es plus seul et nous allons nettoyer ton nom. Et s'il n'y a pas d'issue? Et si je ne peux plus sortir dans la rue sans qu'on me voie comme une disgrâce? Non. Ils ne grandiront pas en voyant leur mère humiliée par un mensonge. » Elle le regarda, épuisée, mais il y avait du feu dans ses yeux. « C'est Delphine, n'est-ce pas? » Julien ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Cet après-midi-là, tandis que les enfants jouaient aux Legos dans le salon, Valérie s'assit sur le canapé, le regard perdu, et pour la première fois à voix haute, elle dit quelque chose qu'elle retenait depuis des années. « Je ne me laisserai pas détruire encore une fois. Pas maintenant. » Julien ne réalisa le coup que lorsqu'il eut tout sous contrôle. Tout se produisit en quelques jours, comme si quelqu'un avait tiré sur un fil et que soudain tout s'écroulait. D'abord, l'appel d'un investisseur étranger, le même refrain. Préoccupation pour l'image publique, rumeur d'instabilité personnelle à la direction de l'entreprise. Julien tenta de calmer les esprits, de dire que tout était sous contrôle, mais il était trop tard, et le doute était déjà semé. Puis vinrent les emails. Le principal associé d'un de ses projets les plus importants annula un accord qui se préparait depuis des mois. Il utilisa des mots élégants pour le dissimuler. Restructuration interne, changement d'orientation, nouvelles opportunités. Mais Julien savait exactement ce que cela signifiait. On le laissait seul et probablement derrière tout cela, il y avait elle. Delphine n'avait pas lancé une seule bombe, mais plusieurs, tout à la fois. Elle avait laissé le public le juger sur sa vie privée. Elle avait fait fuiter des détails sur ses absences, sur la façon dont il avait privilégié ses intérêts personnels
au détriment de négociations importantes. En fait, quelqu'un, probablement Lucette, sa fidèle assistante, avait fait fuiter une copie du certificat de naissance d'un des enfants. Le document devint viral sur un forum financier sous le titre « Le milliardaire qui a oublié ses enfants ». Le mal était fait. Mathieu, son assistant, entra dans son bureau un après-midi avec une mine d'enterrement. « 2 associés en moins », dit-il en posant les papiers sur la table, « et la banque n'a pas renouvelé la ligne de crédit. Il croit que votre réputation affecte la valeur de la marque. » Julien ne répondit pas. Il observait simplement tout avec les larmes aux yeux. Il ne pouvait plus être en colère ni même surpris. C'était comme s'il regardait de l'extérieur, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Ce même après-midi, il reçut un message de Delphine. Seulement 3 mots. « Je t'avais prévenu ». Et alors il comprit qu'il n'y avait aucun moyen de continuer dans ce monde. Pas ainsi, pas avec elle en embuscade, pas avec cet enfer au-dessus. Il comprit que tout ce qu'il avait construit pouvait disparaître. Mais ce qu'il construisait avec Valérie et les enfants, c'était ça qui en valait la peine. C'était ça qui avait un sens. Cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient et que Valérie faisait la vaisselle dans son appartement, il s'assit à ses côtés sans son costume habituel, ni son téléphone collé à la main. Il s'assit avec une expression différente, plus fatiguée, plus humaine. « J'ai tout perdu », dit-il sans détour. Valérie laissa tomber le torchon dans l'évier et le regarda sans rien dire. Delphine a tenu sa menace. « Ils m'ont retiré des projets, annulé des contrats, je suis hors jeu, ils m'ont effacé. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je ne sais pas. Mais je veux faire ça avec toi. » Elle ne dit rien, le regarda seulement. « Je ne veux plus vivre divisé entre 2 vies. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus me taire. » Valérie soupira, s'approcha et s'assit à ses côtés. « Je ne peux pas promettre que tout ira bien, moi non plus. Mais je peux promettre que je ne partirai pas, même si nous partons de 0, même si je dois tout recommencer à 0. Toi, partir de 0 ? Le gars au costume cher. » Julien rit pour la première fois depuis des jours. « Je n'ai plus de costumes, je les ai tous rangés. Et que vas-tu faire ? Je vais vendre ma part de l'entreprise. Avec ça, nous nous débrouillerons un temps. Ensuite, nous verrons. J'en ai assez de vivre pour plaire aux autres. » Valérie le regarda avec peur, mais aussi avec quelque chose de nouveau dans ses yeux, du respect. « Tu ferais vraiment ça ? Je le fais déjà. » Valérie baissa les yeux et là, dans cette petite cuisine, sans promesse mièvre ni embrassade de telenovela, elle lui prit la main. « Alors reste. Mais maintenant, sérieusement. » Le lendemain, Julien se rendit à son ancien bureau juste pour signer les papiers de départ. Il ne fit pas de scandale, ne prononça pas de discours, ne demanda pas d'applaudissements, il entra simplement et signa. Il prit quelques affaires personnelles, une photo de son père, une vieille tasse à son nom et un carnet, et s'en alla. Delphine n'apparut pas. Elle n'apparut pas, mais il savait qu'elle voyait tout depuis son bureau, qu'elle se sentait sans doute victorieuse, et être l'était elle-même. Dans ce monde, dans ce jeu, elle avait gagné. Mais Julien ne voulait plus jouer. Il monta dans sa voiture, mit de la musique pour la première fois depuis des semaines, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur ne se brisa pas. Il eut peur, oui, mais aussi un soulagement, car maintenant il était libre de vivre la vie qu'il voulait vraiment. Et parce qu'à ce moment-là, alors qu'il roulait sur l'autoroute au coucher du soleil, il sut que sa véritable histoire ne faisait que commencer. L'appartement était petit, avec des murs pâles et des meubles usés, mais il y avait quelque chose que Julien n'avait pas ressenti depuis des années. La paix, pas cette paix ennuyeuse ni celle que l'on feint pour que les gens ne posent pas de questions. C'était autre chose. C'était le bruit de 3 enfants courant dans le couloir avec leurs chaussettes de travers, l'odeur du petit déjeuner brûlé pendant que tout le monde se plaignait, et le beau chaos d'une vraie famille. Depuis qu'il avait quitté son entreprise et vendu ses actions, Julien avait complètement changé. La première chose qu'il fit fut d'acheter une vieille voiture, de celles qui ont encore une radio à boutons, et des fenêtres qui se remontent manuellement. La deuxième chose fut d'arrêter de regarder les informations financières. Il n'ouvrait même plus les emails de travail. Il coupa tout de son ancienne vie comme on ferme une porte sans regarder en arrière. Maintenant, il se levait tous les jours à 6 heures du matin, non pas pour une réunion, ni pour un vol international. Il se levait parce que les enfants devaient être prêts pour l'école, parce que l'un mettait une éternité à s'habiller, un autre cachait ses chaussures, et le plus petit perdait toujours sa boîte à lunch. Tout était un désordre, mais il adorait ça. Au début, Valérie le regardait avec un sourcil levé, comme pour lui demander si tout cela était sérieux ou s'il allait abandonner à tout moment. Mais les jours passaient, et Julien était toujours là, préparant le café, balayant la pièce, portant les sacs à dos, aidant avec les devoirs, parfois mal, parfois maladroitement, mais toujours avec envie. Et c'était ce qui importait le plus. Un jour, alors qu'il sortait le linge de l'étendoir, Valérie le regarda du coin de l'œil. « Tu ne regrettes pas ton autre vie ? » « Quoi ? Celle des dîners chers et des cravates serrées. » « Non, pas du tout. »
Vraiment, je n'ai jamais dormi aussi paisiblement, même si l'un me réveille à 3 heures du matin parce qu'il a rêvé de monstres, et l'autre me donne un coup de pied dans le dos sans le vouloir. Valérie rit doucement. C'était un rire qu'elle n'avait pas lâché depuis longtemps, de ceux qui sortent sans le vouloir, sans filtre. Julien la regarda une seconde de plus que nécessaire. Elle le remarqua, mais ne s'écarta pas, baissa seulement le regard avec un sourire timide. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» demanda-t-elle en pliant un t-shirt. « Je ne suis pas sûre, j'ai un peu d'argent économisé, mais je ne veux pas revenir à la même routine. Je pensais monter quelque chose de petit, ma propre affaire, être un café, quelque chose de tranquille. Tu as un café ? Oui, je sais même faire du café pressé. Mathieu m'a appris. » Valérie le regarda, surprise. « Mathieu, l'employé au costume et aux lunettes ? Oui, maintenant il a un food truck de sandwich. Il m'a dit que ça marchait bien pour lui. Et tu as donné tes millions pour ça ? Je l'ai déjà fait. » Ce jour-là, pour la première fois, les 5 mangèrent ensemble à table dans la salle à manger, sans hâte, sans interruption. Julien s'assit au milieu de ses 3 enfants, coupant le poulet, leur servant de l'eau et nettoyant la sauce de la nappe sans se plaindre. Il semblait fatigué, mais heureux, comme s'il était enfin à sa juste place. Plus tard, alors qu'il jouait avec des blocs de couleur, Mathis, le plus jeune, s'assit sur ses genoux et lui dit sans détour « Papa, tu peux venir demain à la journée portes ouvertes de l'école ?» Julien le regarda comme s'il venait de recevoir le plus grand prix du monde. « Journée porte ouverte ? Oui. C'est un jour où les parents peuvent venir nous voir danser et réciter des poèmes. Il y aura des biscuits. Bien sûr que je serai là, entendit-il Valérie depuis la cuisine. Il ne dit rien, mais il sentit une oppression dans sa poitrine. Non pas de tristesse, mais d'émotion. C'était la première fois que l'un des garçons l'appelait « papa », avec tant de naturel, sans hésiter, sans se demander si c'était bien ou mal. Cette nuit-là, Julien fit la vaisselle, balaya le salon puis regarda la télévision avec Valérie. Rien d'extraordinaire. Juste un jeu télévisé avec de longues publicités. Mais il se sentait bien, sans hâte, sans silence gênant. « Tu sais ce qui est le plus difficile ?» dit Julien, déjà à moitié endormi. « Quoi ? Ne pas crier au monde que c'est la vie que j'ai toujours voulu. » Elle le regarda sans répondre, éteignit la télévision et resta à ses côtés en silence. Mais ce n'était plus ce silence rempli de distance. C'était un silence qui disait « Moi aussi, je suis là. » Finalement, tout semblait s'être stabilisé. Le rythme à la maison n'était plus chaotique, mais routinier. De ceux qui fatiguent, oui, mais qui apportent aussi la paix. Les enfants ne posaient plus de questions étranges, ils ne se confondaient plus. Valérie et Julien avaient appris à bouger ensemble, à se faire confiance, à se donner de l'espace. Ils étaient même allés à la journée portes ouvertes de la maternelle, et Julien avait fini par pleurer, tandis que Mathis récitait un poème mal mémorisé, qui se terminait par des rires. Tout allait bien jusqu'à ce que Delphine revienne. Le premier signe fut une lettre. Elle arriva dans une enveloppe blanche sans expéditeur. Valérie la trouva dans la boîte aux lettres un après-midi, alors qu'elle rentrait de la papeterie avec les enfants. Elle l'ouvrit sans trop y penser. C'était un document officiel, un document judiciaire. Il était signé, tamponné. Une citation à comparaître. L'affaire de fraude par falsification de documents close depuis 4 ans avait été rouverte, et elle, Valérie Roussel, comparaîtrait en tant qu'accusée. Elle sentit la rue disparaître sous ses pieds, ses mains s'engourdirent. Elle appela Julien sur son portable, avec les enfants criant autour d'elle. Il arriva en moins de 20 minutes, et en lisant le document, il comprit tout. Pas besoin de preuves, pas besoin d'enquêter. Cette manœuvre avait un nom, Delphine. « Cela t'est déjà arrivé ?» demanda Julien d'une voix tendue. « Oui », répondit Valérie en regardant le sol. « Il y a des années, quand je travaillais dans un petit cabinet d'avocats, mon patron m'a demandé de signer des papiers. Je lui ai fait confiance, je n'ai pas posé de questions, j'étais enceinte. J'avais besoin du travail. Puis, il a disparu et on m'a blâmé. Je me suis défendu, j'ai pleuré, j'ai tout expliqué et finalement, il n'y a pas eu de preuves. L'affaire a été classée, mais c'était une marque et maintenant on me l'a remise. Oui, elle, oui. » Julien serra le volant avec force. Il savait que Delphine était capable de choses désagréables, mais cela était d'un autre niveau. Elle n'était pas seulement en colère, mais déterminée à détruire. Et cette fois, ce n'était pas contre lui. C'était contre Valérie. Quelques jours plus tard, des rumeurs circulèrent à l'école des enfants, certaines mères commencèrent à chuchoter des choses. L'une d'elles dit même à Valérie en face « On dit que vous avez eu des problèmes avec la justice. C'est dommage que cela affecte les enfants, n'est-ce pas ?» Valérie ne répondit pas. Elle ravala sa colère et partit la tête haute, mais à l'intérieur, elle était en miettes. Julien commença à bouger, bien qu'il n'eût plus le pouvoir qu'il avait avant, il conservait encore des contacts. Il appela un avocat qui avait été son client et lui expliqua tout. L'avocat examina l'affaire et lui dit la vérité, cela sent la vengeance.
Mais le juge a accepté de rouvrir le dossier parce que quelqu'un a présenté de nouvelles preuves. C'est, à dire, quelqu'un de puissant l'a poussé. Si nous n'arrêtons pas ça, cela va s'aggraver. Et si nous allons au fond des choses, si nous prouvons que ces preuves sont fausses, ils peuvent le faire, mais cela prendra du temps. Et pendant ce temps, elle reste coupable, même si elle ne l'est pas. Valérie écoutait tout en silence. Chaque mot lui pesait comme une pierre sur la poitrine. Le soir, quand les enfants dormaient, ils s'assirent dans la cuisine, l'un en face de l'autre. La lumière était faible. Ils ne parlaient pas fort, comme s'ils ne voulaient réveiller ni les enfants ni l'espoir qu'il leur restait. « Je ne veux pas qu'ils traversent ça », dit Valérie à voix basse. « Moi non plus, mais je ne compte pas te laisser seule. Et si je perds, nous perdrons ensemble. Je ne veux pas que tu perdes à nouveau. Tu as déjà tout donné pour moi, et tu as tout donné pour eux. Pour moi aussi, sans le savoir. Tu n'es pas seule là-dedans, Valérie. » Plus jamais. Elle le regarda avec peur. Une peur réelle, non pas de l'affaire ou du jugement, mais du jugement des gens, de la vie, de ceux qui ne pardonnent pas à une femme qui a commis l'erreur de faire confiance. Julien se leva, alla dans la chambre des enfants et les observa dormir. Puis il revint vers elle et lui prit la main. « Si elle veut jouer sale, nous aussi, mais avec la vérité. Cette fois, je ne me cacherai pas. Je ferai face. » Il lui serra la main, et pour la première fois depuis qu'elle avait reçu cette lettre, elle n'eut pas l'impression de sombrer seule. La salle sentait la nervosité, le café bon marché, les vieux dossiers, les gens entrant et sortant avec des visages fatigués. Il n'y avait ni caméra ni flash, mais pour Valérie, cet endroit était plus dur que n'importe quel journal télévisé. C'était l'endroit où, une fois de plus, on la pointerait du doigt, où, une fois de plus, elle devrait s'expliquer, se défendre, et cette fois avec le regard du passé, du présent et de toute la France posé sur elle. Julien l'accompagnait depuis l'aube. Il lui serrait la main sur le banc en bois où ils attendaient leur tour pour entrer. À ses côtés, l'avocat qu'ils avaient engagé révisait des papiers, parlait au téléphone, lisait et relisait le dossier, comme si quelque chose allait changer par magie. Valérie ne dit rien, se contenta de regarder le sol, non pas par peur de la pièce, mais par ce que cela signifiait, car maintenant, non seulement son nom, sa réputation, sa liberté étaient en jeu, mais aussi la stabilité de ses enfants, cette paix mentale qu'il venait à peine de commencer à construire. « Prête ?» demanda Julien à voix basse. Elle acquiesça. Elle ne l'était pas, mais elle devait dire oui. Ils entrèrent. La pièce était simple. Un juge au centre, une secrétaire sur le côté, 2 chaises devant. Le reste était des bancs d'église. Tout semblait froid et dur. En mentionnant son nom complet, Valérie se leva, s'avança. Le juge lui demanda d'indiquer sa profession. Elle le fit d'une voix ferme, bien qu'à l'intérieur, elle sentait ses jambes trembler. « Avez-vous déjà falsifié des documents légaux ?» demanda le procureur sans détour. « J'ai signé des papiers sans les lire. Je faisais confiance à mon patron. Il m'a dit que c'était de la routine. Et si ce papier contenait des informations fausses, vous ne vous considérez pas responsable ? Je ne savais pas que c'était faux. » Le procureur sourit comme s'il avait déjà la réponse. « Ignorer quelque chose ne vous rend pas innocente, mademoiselle Roussel. » Julien serra les dents. Il voulait se lever, crier, mais il ne pouvait pas. Ce n'était pas son rôle. Pour l'instant, l'avocat de la défense présenta des preuves. Il dit que l'affaire avait déjà été classée une fois faute de preuves, que la rouvrir avec des documents presque identiques n'avait aucun sens, mais le juge permit de continuer. Il y eut une nouvelle déclaration de quelqu'un affirmant que Valérie avait participé sciemment. « Un témoin anonyme », dirent-ils. La tension augmenta. Valérie regarda Julien. Il répondit par un regard qui disait « Confiance ». Dehors, dans la rue, la nouvelle s'était déjà répandue. Un conte de Potin l'avait publié ce matin-là. Ex-institutrice, accusée de fraude, mère des enfants de l'ex-entrepreneur Julien Dubois. Les vieilles photos recommençaient à circuler. Son visage, celui des enfants, celui de Julien, tout mélangé dans des publications remplies de jugements, de haine et de très peu d'informations véridiques. Mathieu, maintenant ami et presque frère de Julien, fut celui qui créa la surprise ce jour-là. Il arriva au milieu du procès avec une chemise sous le bras et un regard de « j'ai quelque chose ». Il la remit à l'avocat, qui la lut les yeux écarquillés. Il demanda la parole au juge. « Votre honneur, j'ai une déclaration sous serment d'Ernest Pelletier, ex-patron de l'accusé, qui a signé ce document confessant qu'il a contraint Valérie Roussel à signer des documents falsifiés pour échapper à ses responsabilités. Il reconnaît également qu'il a fui le pays avec l'argent qu'il a perçu et que, je cite textuellement, « Elle n'avait connaissance de rien de ce que j'ai fait. » Le procureur tenta d'objecter. Le juge l'arrêta. « Où est M. Pelletier ?»« Au Canada, mais il a envoyé le document officiel authentifié. Il a également envoyé un appel vidéo prêt à témoigner en direct. » Le juge réfléchit quelques secondes et accepta. Sur l'écran apparut un homme d'une 50aine d'années avec une barbe et un regard fatigué. « Ernest Pelletier,
d'une voix ferme, mais sans montrer de culpabilité, dit « J'ai tout préparé. J'allais me retrouver sans accord. J'ai falsifié des papiers pour couvrir des erreurs. Valérie n'avait aucune idée. Elle a juste signé ce que j'ai dit. » Le juge demanda une suspension. Dans le couloir, Valérie éclata en sanglots, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a été sauvé d'une pierre de plusieurs années. Julien l'embrassa sans rien dire. Enfin, après tout, quelqu'un disait la vérité pour elle, même si c'était trop tard, même si personne d'autre ne se souvenait du mal qu'on lui avait fait. 1 heure plus tard, ils rentrèrent. Le juge demanda le silence et dit catégoriquement « En l'absence de nouvelles preuves valables et avec la confession reçue, l'affaire est définitivement classée. Valérie Roussel est libre de toutes les accusations. » Il n'y eut pas d'applaudissements ni d'étreintes, juste un silence long et dense. Mais pour eux, ce silence fut le plus beau qu'ils aient entendu depuis longtemps. Les jours qui suivirent le procès parurent étranges. Ni mauvais ni bons, juste étranges. Comme quand il pleut beaucoup et que soudain le soleil apparaît, mais que tout reste mouillé. On ne parlait plus autant du scandale. Les réseaux sociaux s'étaient distraits avec d'autres potins et le nom de Valérie commença peu à peu à disparaître des recherches. Ce qui semblait impossible arriva. La tempête s'apaisa, elle recommença à sourire, même si cela lui coûtait encore cher. Elle marchait dans la rue le regard fixe. Mais chaque fois que quelqu'un la regardait trop, son estomac tremblait, non pas de peur d'être de nouveau accusée, mais de tout ce qu'elle avait dû porter seule pendant si longtemps. Des années à supporter les regards, les reproches, les rejets, et tout cela pour une erreur qui n'était pas la sienne. Julien, de son côté, s'occupa de tout mettre en ordre à la maison. La routine avec les enfants, les tâches ménagères, les promenades au parc. Bien qu'il pressentait aussi que quelque chose était sur le point de se produire, il ne savait pas quoi, mais c'était comme cette sensation que l'on ressent quand tout est très calme. Et oui, c'était le cas. Un mardi après-midi, en rentrant après avoir déposé les enfants à l'école, ils trouvèrent une enveloppe sous la porte de l'appartement. Il n'y avait pas d'expéditeur, il était juste écrit « Pour Julien, urgent ». Valérie le regarda avec méfiance. « On l'ouvre » ?« Oui », dit Julien, bien qu'il ressentit déjà une étrange sensation dans sa poitrine. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une photo. La lettre disait « Tu pensais que le passé ne te rattraperait jamais, mais parfois il revient de manière inattendue. Cet enfant est aussi le tien. » La photo montrait un enfant d'environ 6 ans, assis sur un banc de parc. Les mêmes cheveux, le même visage, la même fossette sur le sourcil que Julien avait vu chez ses propres enfants. C'était comme se regarder dans un autre miroir. Julien resta sans voix. Il ne comprenait pas, ne pouvait pas parler. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Valérie tenant la lettre dans ses mains. « C'est une blague. »« Je ne sais pas, » répondit-il d'une voix entrecoupée. « Tu reconnais quelqu'un ? Je ne les ai jamais vus, je te jure. » Elle le regarda, essayant de lire son visage. Julien ne pouvait que regarder la photo. Ses jambes tremblaient. Il s'assit. « Et qu'est-ce que cela signifie ? Que ça pourrait être vrai ?» dit-il à peine en respirant. « À l'époque, avant de partir, j'ai fréquenté quelqu'un pendant un moment. C'était un désastre. Ce n'était même pas sérieux. Une fois, peu, être 2. Je suis parti peu après. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. » Valérie serra les lèvres. « Et si c'est vrai, alors j'ai 4 enfants, pas 3. » Le silence les enveloppa. Valérie arpentait la pièce comme une lionne en cage. Julien restait assis, immobile, la lettre ouverte sur ses genoux. Qui pourrait envoyer ça comme ça, sans rien dire de plus? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas, mais ce n'était pas Delphine. C'est autre chose. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il chercha des indices parmi de vieux papiers, des photos, d'anciens emails. Il trouva un nom, celui d'une femme avec qui il était sorti brièvement avant de partir pour Lyon. Elle s'appelait Sarah. Elle était discrète et sérieuse. Il n'avait plus jamais eu de contact avec elle. Mais maintenant, il ne pouvait plus sauter ce visage de la tête, ni celui du garçon. Le lendemain, il alla parler à Mathieu, il lui montra la lettre. Mathieu ne posa aucune question, dit seulement « Nous la trouverons. Et si c'est vrai, alors tu as une autre histoire à écrire. » Valérie le soutint, ne le réprimanda pas, ne le jugea pas, lui demanda seulement que s'il s'engageait là, dedans, il le fasse bien, qu'il ne laisse pas de détails en suspens, qu'il ne répète pas les erreurs du passé. Julien regarda à nouveau la photo de l'enfant. Ses yeux étaient grands ouverts et son regard en disait bien plus que n'importe quelle lettre ne pourrait l'expliquer. Et là, avec cette photo en main, il comprit que le passé ne se ferme jamais seul, qu'il y a toujours quelque chose de plus, et cette fois il était prêt à faire face à tout ce qui se présenterait. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis l'arrivée de la lettre, mais pour Julien, cela semblait des semaines. Il ne mangeait pas bien, ne dormait pas, ne se concentrait pas. Il portait la photo de l'enfant dans sa poche à tout moment,
comme si la garder avec lui l'aidait à comprendre quelque chose ou du moins à rester calme. Il ne savait pas s'il était sur le point de commencer un nouveau chapitre ou de perdre le peu qu'il venait de construire. Mathieu, comme toujours, fut celui qui l'aida. Il trouva son nom, son adresse et même un numéro de contact. La femme vivait à Tours, Sarah Delmas, qui avait travaillé dans une entreprise de logistique où Julien avait fourni des services de conseil des années auparavant, rien de plus, rien de moins. Valérie lui dit de partir sans drame, sans plainte, juste une chose, fais les choses bien, et c'est ce qu'il fit. Il partit dans sa vieille voiture, l'estomac noué et la tête pleine de choses. Tout au long du chemin, il pensa aux enfants, à Valérie, à la possibilité d'avoir un autre fils, un qu'il ne connaissait pas, un qui n'avait jamais demandé à naître ainsi. Il arriva un vendredi après-midi et mit un peu de temps à se décider à agir. C'était un immeuble simple, de ceux où l'écho se propage et où tout le monde sait qui monte. Quand il frappa à la porte, une femme lui ouvrit sans surprise, comme si elle savait qu'un jour cela arriverait. « Je savais que tu viendrais », dit-elle sèchement et directement. « L'enveloppe est la tienne ?»« Oui. Pourquoi maintenant ?» Sarah le laissa entrer sans répondre. L'appartement était petit, propre, avec des jouets éparpillés sur le sol. Au fond, une porte entr'ouverte laissait voir un enfant regardant des dessins animés. C'était lui, celui de la photo. Il s'appelle Ivan. Il a 6 ans. Il est né 4 mois après ton départ. Je ne te l'ai jamais dit parce que tu es aussi parti sans rien dire. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Je ne l'étais pas quand tu es parti. Je l'ai su après, et je ne t'ai pas cherché parce que ça n'avait pas de sens. Tu étais déjà dans un autre monde. Et pourquoi maintenant ? Sarah le regarda droit dans les yeux. Parce qu'il pose des questions, parce qu'il te ressemble tellement que je ne pouvais plus faire l'idiote. Parce que même si tu n'es pas là, ton visage est là tous les jours et parce que je veux que tu saches que tu as un fils. Julien resta sans voix. Ses mains tremblaient, son cœur, tout. Puis-je lui parler ? Sarah hésita, puis acquiesça, l'appela à voix basse. Ivan sortit de la pièce avec une poupée à la main, regarda Julien comme s'il le reconnaissait sans savoir où. « Bonjour », dit l'enfant. « Bonjour, champion », répondit Julien en déglutissant. « Je m'appelle Julien. Tu m'as envoyé les Legos ? Non, mais je peux le faire si tu veux. » Ivan sourit. Puis il resta silencieux, le regardant avec ces mêmes yeux qu'il connaissait déjà. Ils étaient aussi pareils aux autres, mais aussi différents. Il y avait quelque chose de plus réservé, de plus calme en eux. Julien s'inclina à sa hauteur. « Tu aimes les dessins animés ? » ?»« Oui. Et les dinosaures ? » ?»« Moi aussi. » Ivan ne demanda pas qui il était. Pas à ce moment-là, il s'approcha simplement et lui donna la poupée qu'il tenait. « Il s'appelle Thomas. Tu peux jouer avec lui si tu veux. » Julien la prit avec précaution. Ses doigts tremblaient. Après un moment, Sarah l'emmena faire la sieste. Julien s'assit sur le canapé en silence. Sarah revint et s'assit en face de lui. « Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas de problème. Je veux juste que tu le connaisses si tu veux. Sinon, je me débrouille. Je veux le connaître. Tu es sûr ? Oui. J'ai juste besoin de temps, pas pour lui, pour en parler aux autres. » Il rentra chez lui ce soir-là sans savoir comment entamer la conversation. Valérie le reçut sans poser de questions. Elle attendit qu'il parle. « C'est vrai, » dit-il finalement. « C'est mon fils et sa mère ne me demandera rien. Elle ne veut pas se battre. Elle veut juste que je le connaisse. Il s'appelle Ivan. » Valérie acquiesça. Elle mit un certain temps à répondre. « Seras-tu dans sa vie ? » ?»« Oui. »« Alors nous aussi. »« Tu es sûr ? » ?»« Non, mais je ne veux pas être celle qui ferme la porte encore une fois. Jamais. » Les enfants ne le surent pas instantanément. Ce fut petit à petit. D'abord, on leur montra la photo, puis on leur raconta l'histoire comme si elle faisait partie d'un film, comme quelque chose qui arrive, que parfois les adultes font des bêtises, mais qu'ils peuvent aussi essayer de bien les faire. Un mois plus tard, Ivan rencontra ses frères. Ils le regardèrent comme s'ils se voyaient pour la première fois et ne dirent rien d'étrange. Il n'y eut ni drame ni jalousie, juste une simple phrase d'Émilien. « Tu veux jouer ?» Ivan sourit. « Oui. » Et c'est ainsi que le passé, avec toutes ses complications et sa douleur, se mêla au présent, sans arrangement magique, sans fins heureuses comme dans les films, mais avec la vérité et le désir de bien faire les choses, ils écrivirent le reste jour après jour, ensemble,